Jean-Marie Delarue, votre rôle est lié à la Convention de l'ONU contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. En France, cette convention est-elle respectée dans les prisons, justement ? Oui, alors c'est un traité en effet qui a été adopté par les Nations Unies en 2002. La France a signé ce traité, par conséquent, elle était tenue de créer ce qu'on appelle chez nous le contrôle général des lieux de privation de liberté. Il faut savoir que dans beaucoup d'autres pays européens, il y a une vingtaine à peu près d'institutions comparables à la mienne. Et puis dans le monde entier, aujourd'hui, je crois que nous sommes 47, mais le nombre continue d'augmenter régulièrement. Et donc, si tout va bien, dans quelques années, la plupart des pays auront ce type d'institution. Il s'agit pour ce traité des Nations Unies de lutter efficacement contre la torture, c'est-à-dire il s'agit en multipliant au fond les visites dans des lieux de privation de liberté, donc dans les prisons, de vérifier que les gens sont traités avec dignité, avec humanité, comme je viens de le dire, et non pas avec inhumanité dans l'indignité. Et pour ça, naturellement, on peut faire confiance au personnel, mais il faut se souvenir que ces lieux sont des lieux extrêmement difficiles et par conséquent, il faut aider à prendre les mesures nécessaires pour que l'humanité et la dignité s'appliquent. Alors vous me demandez, maintenant c'est la question évidemment difficile, est-ce que globalement en France, les choses fonctionnent comme il convient ? Alors, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de prisons sont encore vétustes, c'est le cas de la maison d'arrêt de Rouen, et par conséquent, il faut imaginer qu'elles ne remplissent pas les conditions de confort qu'on peut espérer d'une prison aujourd'hui dans une vie, dans une société comme la nôtre, premièrement. Deuxièmement, on a construit depuis une trentaine d'années, on a fait un effort important de construction neuve en prison. Depuis une loi de 1987 qui a le nom de son auteur, la loi Chalandon, on construit en France de nouvelles prisons et de nouveaux programmes de construction se sont ajoutés les uns aux autres. Et d'ailleurs, dans la banlieue de Rouen, pas très très loin, du moins de Rouen, il y a une prison qu'on appelle au Vaudreuil, qui a été construite précisément au début des années 90. Bien. Et puis d'autres ont été construites. Il y en a une qui se construit actuellement, qui est en voie de finition dans l'Orne, par exemple, en Basse-Normandie. Par conséquent, on a fait, semble-t-il, un effort pour mettre fin à la vétusté. Sauf que ces nouvelles constructions, elles ont gagné peut-être en ce qu'elles sont moins vétustes, mais elles ont perdu en humanité. Vous savez, dans les vieilles maisons d'arrêt, elles se caractérisaient souvent par un nombre de détenus relativement restreint, par une proximité du personnel et des détenus telle que, au fond, chacun connaissait bien tout le monde et qu'on pouvait prendre en charge les problèmes des uns et des autres avec efficacité. Dans ces prisons modernes qu'on nous construit depuis 30 ans, on a massifié le nombre de détenus, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas plusieurs dizaines, mais plusieurs centaines. Et dans ces prisons, il y a toujours au moins 700 détenus, quand ce n'est pas 800 ou 900. À cause de la surpopulation carcérale. Et puis, d'autre part, on a construit des lieux qui sont immenses et qui sont très séparés les uns des autres, avec énormément de grilles, de barbelés, de fer, etc. Et par conséquent, ce sont des lieux, disent tous ceux qui y travaillent comme tous ceux qui y vivent, par conséquent personnels comme détenus, ce sont des lieux de très grande inhumanité. C'est-à-dire qu'on y a rompu en particulier toutes les relations sociales simples qui pouvaient exister dans les vieilles prisons. Ce qu'on a gagné, je le redis, en vétusté, on l'a perdu en humanité, en relations sociales, en sociabilité, pour employer un terme un peu compliqué. Et par conséquent, je crois que ces nouvelles prisons, elles ont gagné en quelque chose, mais elles sont perdues en autre, et dans une autre chose. Et par conséquent, est-ce qu'on a vraiment fait des progrès en prison ? Ça, c'est un premier point qui tient à l'architecture. Alors il y a deuxièmement le fonctionnement des prisons, l'organisation des prisons. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? On peut y voir des choses comme celles que j'évoquais tout à l'heure, j'y reviens d'un mot. Le travail en prison est indispensable, non seulement parce qu'il occupe les gens et qui autrement s'ennuient affreusement à mourir à longueur de journée sans rien pouvoir faire, et deuxièmement, ce travail leur sert à leur fournir une qualification. Il y a beaucoup d'hommes jeunes en détention et beaucoup d'hommes jeunes qui ont été éloignés du travail, ou bien par volonté, parce qu'ils n'ont pas voulu travailler, mais surtout parce que, par la force des choses, ils n'avaient pas les qualifications nécessaires. Et j'y reviens, est-ce que la prison leur offre l'opportunité de se qualifier, d'avoir envie de trouver un métier, de
comme on dit vulgairement aussi, pardon d'être aussi trivial, mais de se ranger des voitures à la sortie de prison. Eh bien non, en réalité, la prison offre peu de circonstances de cette nature. Et donc, de ce point de vue-là, la prison est déficitaire. La prison organise aussi des cours, notamment la prison fait beaucoup d'efforts pour l'alphabétisation grâce aux enseignants qui y travaillent. Mais ça n'est pas suffisant, bien souvent. La prison apprend à conduire, quelquefois, à passer, vous savez, l'épreuve de code de la route pour le permis de conduire. C'est une très bonne chose. Mais en nombre aussi trop restreint. Il y a des prisons où ça se fait, d'autres prisons où ça se fait pas. On ne sait pas très bien pourquoi. Bon, bref, il manque à l'organisation carcérale un certain nombre d'éléments qui sont indispensables. Et puis, le travail sert aussi pour les détenus à avoir des revenus, puisque quand on est en prison, eh ben, on n'a plus de revenus, on a perdu son emploi habituellement. Et supposez par exemple que si vous n'avez plus de revenus, ben, vous n'allez plus pouvoir payer votre loyer, donc vous allez perdre votre logement aussi. Donc ça va aggraver les conditions que vous aurez à la sortie de prison. Il faudra que vous retrouviez un logement et vous n'aurez vraisemblablement pas d'argent pour payer ce logement. Donc qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas de travail en prison? Là aussi, l'absence de travail, donc l'absence de revenus, handicape, si je puis dire, les conditions de sortie. Donc je crois que dans son fonctionnement actuel et dans la pauvreté de travail qu'elle offre, la prison ne garantit pas un traitement digne et humain des détenus, même si ça n'est pas une torture, naturellement, à proprement parler, ça n'est pas une prison satisfaisante. Reste enfin un dernier point qui est évidemment très délicat à aborder, c'est les rapports entre le personnel et les détenus. Ce rapport est souvent empreint de violence. L'administration pénitentiaire recense plus de 4000 agressions de personnel pénitentiaire par an. Donc vous voyez que ça n'est pas du tout négligeable, bien loin de là. Il y a à peu près 25 000 surveillants. Donc vous voyez le pourcentage très très grave, puisqu'en 6 ans, la totalité du personnel pénitentiaire, si je puis dire, serait victime d'une agression. Donc c'est une occurrence très importante. On ne peut pas naturellement se satisfaire de cet état de fait. Donc il faut encourager non pas les détenus à régler leurs problèmes par la violence, mais à les régler par la négociation. Et c'est là aussi qu'il y a vraisemblablement un bas qui blesse. Est-ce que l'organisation carcérale est faite pour que on négocie, qu'on discute, qu'on s'exprime plutôt qu'on porte des coups de poing ou qu'on crache au visage du surveillant? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Je crois que la prison ne laisse pas suffisamment la place à l'expression du détenu, au dialogue, à la négociation. Pourquoi? Tout simplement pour des raisons budgétaires, c'est-à-dire que les surveillants sont trop peu nombreux aujourd'hui et beaucoup se plaignent de leurs conditions de travail. Ce sont des conditions très difficiles et ils se plaignent souvent de n'être réduits à ce qu'ils appellent eux-mêmes être des porte-clés, c'est-à-dire à ouvrir et fermer les portes, alors qu'eux-mêmes se rendent compte que l'intérêt de leur travail, c'est de dialoguer, d'écouter le détenu, de parler avec lui, etc. Donc je crois qu'il y a là aujourd'hui toute une organisation qui est imparfaite et qui facilite un tout petit peu la violence. Et puis il y a enfin cette incapacité où est la prison à mettre fin à la violence interne, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire aux raquettes, aux menaces et aux éventuelles agressions entre co-détenus, puisque je rappelle qu'il y a 2 fois plus d'agressions recensées, mais beaucoup ne le sont pas, entre co-détenus qu'il n'y a d'agressions contre le personnel. Donc tout ceci laisse apparaître un monde de violence, un monde par conséquent en plein non pas de torture au sens propre, mais en tout cas sûrement de traitements inhumains et auxquels, naturellement, on doit considérer qu'il faut mettre fin parce que ces caractères-là n'ont rien d'inéluctable. Moi, je rêve d'une prison où, comme dans quelques autres pays, peut-être pas très nombreux, mais où les rapports soient considérés comme des rapports on exécute une peine d'emprisonnement, à coup sûr, on ne sort pas de la prison, mais on l'exécute dans des conditions aussi proches que possible qui permettent d'avoir une vie active, une vie occupée, si possible au bénéfice d'autrui, au bénéfice de son prochain, si je puis employer ce terme un peu ancien, et puis une vie qui soit aussi empreinte de calme que possible, de façon, encore une fois, à préparer la sortie. Donc, torture, non, bien sûr, mais traitement inhumain et dégradant, pour les 3 raisons que j'indiquais, à la fois architecture, organisation et conditions de travail, oui, sans doute. Je crois que la raison d'être de la torture ou du traitement inhumain et dégradant, c'est pas
le personnage qui s'ingénierait à torturer. Non, c'est l'insuffisance de crédit, la définition des politiques publiques qui sont mises en œuvre. C'est de ça que naît le traitement inhumain et dégradant. Et à cet égard, malheureusement, notre prison française n'est pas indemne de tout reproche, loin de là. Et c'est ce qui a aussi motivé le fait que je fasse ce métier. C'est qu'avec beaucoup de gens de la profession elle-même, d'ailleurs, qui sont convaincus qu'il faut améliorer les choses, beaucoup d'entre eux s'y sont déjà employés depuis très très longtemps, eh bien, il faut faire encore avancer la voie de la réforme. Alors justement, par rapport à la politique pénale de la France, il y a eu une rupture entre celle de Nicolas Sarkozy, qui était tournée plutôt vers le tout carcéral, et celle de Madame Taubira, plutôt orientée pour la lutte contre la récidive. Alors qu'est-ce que vous pensez de chacune de ces deux politiques et de la rupture? Moi, j'ai pas de jugement à porter sur la politique pénale dans son ensemble, parce que ça dépasse mes compétences. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'en effet, on peut dire que globalement, depuis une dizaine d'années, nous étions, donc avant même que le président Sarkozy ait été élu dans ses fonctions de président de la République, je crois que nous étions assez largement dans une optique de... Nous sommes dans une société où l'insécurité croît, et à cet égard, des grands événements survenus au début de la décennie ont renforcé cette conviction. La réponse à la sécurité, fondamentalement, c'est en effet la prison. Et par conséquent, la réponse au fait de mettre en prison, c'est la construction de nouvelles prisons. Voilà, on peut dire un peu le credo, si je puis dire, qui a été développé avec évidemment beaucoup de nuances, beaucoup de variantes, avec des allers-retours d'ailleurs, puisque certaines lois en ont contredit d'autres à certains moments. On a ouvert par exemple les possibilités d'aménagement de peine en 2004, on les a refermées en 2005 et en 2010, on les a rouvertes un petit peu en 2009 et même substantiellement en 2009, on les a fermées à nouveau en 2011. Donc vous voyez que même pendant cette décennie, il y a eu une politique pénale quelquefois un peu incertaine. Mais enfin, le discours politique pouvait être résumé, je pense, de la manière dont je l'ai dit. Alors ce qu'il faut évidemment se demander, c'est est-ce que ce credo doit être suivi dans tous ces points. Alors si la prison est telle que je l'ai décrite tout à l'heure, eh bien on ne peut pas dire que mettre les gens en prison, ça soit une garantie absolue de sécurité. Et je crois que ce qu'il faut, c'est en effet développer des sanctions pénales adaptées aux crimes ou aux délits de chacun. Autrement dit, envisager des peines aussi personnalisées qu'on peut le trouver. Et d'autre part, aussi adaptées que possible aux besoins de la société, c'est-à-dire à la manière qu'elle a de se garantir contre d'éventuelles infractions de même nature. Alors à cet égard, moi je crois que je regrette d'une certaine manière, vous savez, le caractère automatique ou quasi-automatique. On n'a pas dit automatique parce qu'il fallait éviter l'inconstitutionnalité, mais quasi-automatique des peines pour la récidive, par exemple, ce qu'on a appelé les peines planchées, c'est-à-dire à partir du moment où on est en récidive, on ne peut pas condamner à moins de telles peines. Bon, je crois que tout ça n'est pas une individualisation de la peine, comme d'ailleurs le veulent nos principes constitutionnels. Je crois au contraire que c'est une façon un peu expéditive de se dire que les coupables vont en prison et que comme ça tous les problèmes seront réglés. Je crois que ce qu'a manifesté le nouveau gouvernement, et je peux me fier à ces textes officiels, c'est notamment une circulaire de politique pénale qui a été publiée au Journal officiel voici quelques semaines, à peu près 15 jours ou 3 semaines, sauf erreur. C'est une circulaire de politique pénale de la garde des Sceaux actuelle, Madame Taubira, qui se prononce au fond pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire une individualisation maximale à rechercher par les parquets. Il s'agit seulement du parquet. Le juge, après du siège, décide en toute indépendance. Donc une individualisation de la peine à rechercher le plus possible. Je dois dire que cette doctrine me paraît au fond, quoi qu'on ait pu en dire ou en décrier à certains moments, me paraît plus garante en réalité et malgré les apparences de la sécurité des Français qu'une politique de prison à tout va, compte tenu de ce qu'est la prison aujourd'hui dans notre pays. Donc en effet, il y a rupture. Maintenant, il faut évidemment concrétiser davantage cette rupture. Il faudra voir à l'usage si elle a ses effets. Et un des effets sur lequel j'avais attiré l'attention dans un avis public qui avait été publié au Journal officiel au mois de juin dernier, c'était la surpopulation carcérale. On a construit pas suffisamment de prisons pour accueillir tous ceux qu'on voulait y mettre.
Et par conséquent, en particulier dans les maisons d'arrêt, on a aujourd'hui un taux de surpopulation qui est à peu près de 140%, c'est-à-dire que dans une cellule conçue pour une personne, on en met 1,4, pardon de parler ça de façon un peu évidemment paradoxale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le nombre de personnes dans une maison d'arrêt excède aujourd'hui ceux qu'elles peuvent toutes réunies contenir. Et par conséquent, l'efficacité de ces maisons d'arrêt se trouve également ralentie, mise en question et même diminuée à raison même de cette surpopulation. Donc je crois que la politique un petit peu du tout carcéral, comme on l'a baptisé, de la décennie précédente, est sûrement sans doute à nuancer et même peut-être à modifier de façon assez substantielle sur certains points. Pour ma part, je crois que c'est possible. Et c'est possible, contrairement à ce qu'on a dit, non pas en aggravant l'insécurité, mais en renforçant la sécurité des Français. Je crois que tout ça est assez cohérent. Alors, par rapport à la politique pénale, toujours, dans une interview pour le nouvelobservateur.com, Laurent Muccelli, qui est sociologue spécialiste de la délinquance, a dit « Il faut arrêter de plaquer des promesses politiciennes pour tenter de les adapter à la réalité ». Bon, je ne sais pas si ça vous fait réagir ou pas, cette phrase. Ce qui est vrai, c'est que je crois que... Alors, je ne sais pas quelle était la condition de Laurent Muccelli, qui est quelqu'un de tout à fait estimable, en effet, par ses recherches, et à la place duquel je ne veux surtout pas m'exprimer, parce qu'il a beaucoup de compétences. Ce que je crois, en tout cas, c'est que moi, je ne souhaite pas que la politique pénale soit instrumentalisée au gré des faits divers. Ce à quoi nous avons assisté ces dernières années, et ça remonte il y a plus de 10 ans, sur ce point, la majorité sortante n'est pas seule responsable. Je crois qu'il faut savoir battre sa coupe. Je crois qu'au fond, nous autres Français, évidemment, nous sommes très émotifs et nous sommes réactifs qu'ils ne seraient pas aux crimes odieux que les médias peuvent nous montrer, non pas tous les jours, mais assez fréquemment. Bon. Les histoires d'atteintes sexuelles en particulier sont particulièrement révoltantes et elles le sont d'autant plus qu'elles visent quelquefois des enfants qui ne comprennent même pas l'agression dont ils sont l'objet, ce qui n'est pas la moindre des abominations. Est-ce que notre politique pénale, c'est-à-dire la manière dont l'individu qui est auteur de ces horreurs doit être sanctionné, doit dépendre de l'émotion? Non, je ne crois pas. Je crois qu'une société doit raisonnablement concevoir sa loi en fonction de ce à quoi elle croit, de ce qu'elle attend de la sanction pénale et de ce qu'elle a imaginé comme système répressif. Elle ne doit pas changer tout cela au gré des émotions légitimes, naturellement, encore une fois, des faits divers. Vous savez, quand on assiste à des grands procès criminels ou quand on voit passer ne serait-ce qu'un fourgon cellulaire dans lequel il y a un de ces personnages, vous savez, les gens, spontanément, crient souvent « à mort, à mort ». Bon, ils continuent de le crier alors même que la peine de mort est supprimée depuis 1980. Faudrait-il, à l'occasion d'un crime de cette nature, revenir à la peine de mort? D'abord, je crois que juridiquement, maintenant, c'est à peu près impossible. Mais même si c'était possible, je crois qu'il faut éviter de légiférer dans l'émotion. Vous savez, Montesquieu disait « on ne touche à la loi qu'en tremblant ». Il voulait dire par là « il ne faut pas changer la loi tous les 15 jours ». Bon. Mais je crois qu'on a beaucoup trop changé la loi pénale. On a pris l'habitude maintenant de faire 2 lois pénales presque tous les ans. Je crois que c'est beaucoup trop que ne peut endurer notre société. Je crois que les gens ont besoin de stabilité. Et si même on veut que la loi pénale ait un effet dissuasif, c'est à la condition qu'elle soit bien connue et c'est à la condition, par conséquent, qu'elle reste avec un minimum de stabilité. Donc je ne crois pas du tout à l'effet d'annonce, comme on dit maintenant dans les médias, de ces lois pénales qu'on va changer parce que je ne sais quel malheureux a été assassiné au coin de je ne sais quel bois. Je crois au contraire qu'il faut à tout prix raison garder dans ces moments-là. Et c'est précisément parce que ces crimes sont odieux que nous devons réfléchir et non pas se laisser guider par l'émotion à la peine qui sera la plus efficace, non seulement pour sanctionner le crime, mais aussi pour permettre d'éviter sa reproduction. Encore 2-3 questions un peu plus philosophiques pour envisager les prisons de demain. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à l'enfermement
pour traiter la délinquance et la criminalité. J'évoquais cette question à travers ce que j'évoquais du crime passionnel tout à l'heure, mais revenons-y un moment. Sans qu'on partage mon point de vue, je reconnais qu'il est un peu original sur ce point, on peut imaginer qu'il y a d'autres fautes qui ne méritent pas la prison. Mais pour aller un petit peu encore plus en amont, ce que je voudrais faire sentir à ceux qui nous écoutent là maintenant, c'est que on n'envoie pas en prison toujours pour les mêmes crimes ou les mêmes délits. Vous savez, on dit toujours, le roman du 19e siècle en est plein, en est rempli qu'au 19e siècle, n'est-ce pas, on allait à la prison pour dette. Bon, eh bien c'était vrai, et aujourd'hui, naturellement, on ne va plus en prison pour dette. Même M. Kerviel, je crois, fait un peu de préventive, mais pour d'autres motifs, pour des motifs d'escroquerie aggravés, naturellement, mais pas pour ce motif de ce qu'il devait à la Société Générale. Bon. Et donc, je crois que, voilà, il y a 40 ans ou 50 ans, rapprochons-nous de notre temps actuel, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en prison pour des vols simples. Ce qu'on appelle vol simple en droit pénal, c'est la saisine d'un bien d'autrui, mais sans aucune circonstance particulière, aggravante, comme on dit aussi en droit pénal. Il y avait beaucoup de gens qui étaient emprisonnés pour vol simple. Aujourd'hui, très peu de personnes, pratiquement pas, sont emprisonnés pour vol simple. On emprisonne des gens quand ils ont volé avec circonstances aggravantes, c'est-à-dire par exemple de nuit, en forçant la porte d'un appartement ou en flanquant une baigne à quelqu'un, etc., etc. Bon. Mais sinon, voilà. On ne punit plus non plus de prison pour une simple consommation de stupéfiants. Or, il y a 40 ans ou 30 ans, quand on commençait à réprimer la consommation de stupéfiants qui commençait à se diffuser largement, on mettait en prison pour consommation de stupéfiants. Et réciproquement, aujourd'hui, on met en prison pour des choses pour lesquelles on ne mettait pas en prison il y a 30 ou 40 ans. Vous voyez les violences conjugales qui sont un fait évidemment tout à fait inadmissible, d'autant plus qu'en général, c'est le mari qui bat sa femme, plus que l'inverse. Bon. Je ne dis pas que c'est plus admissible en sens inverse, je dis simplement qu'il y a une égalité là de genre qui est assez remarquable, en tout cas étonnante, et que je crois en effet... Bon. En tout cas, il y a 40 ans, ces violences conjugales n'étaient pas punies, même d'ailleurs de rien du tout. Aujourd'hui, on les punit de peine de prison. Bon. Donc, ce que je veux faire sentir à nos auditeurs, c'est que le crime n'est pas invariant dans notre société dans le temps. La sensibilité au crime fait la loi pénale d'une certaine manière. Et ce que je disais des accidents de la route tout à l'heure est également vrai. Il y a 20 ans, vous condamniez à mort quelqu'un en le zigouillant avec votre véhicule. Vous n'étiez pas condamné de prison pour autant. Vous étiez condamné à une amende peut-être, et puis à indemniser les malheureux parents, mais c'était tout. Bon, aujourd'hui, on punit de prison parce qu'on estime que ces peines sont suffisamment graves pour nous, pour notre société, pour qu'elles punissent de prison. Donc voilà, la prison n'est pas quelque chose, une réponse automatique à un crime ou un délit automatique. Voilà ce que je veux vous faire sentir. Donc il y a dans le temps des évolutions assez substantielles. Alors, c'est pour ça, je crois que dans cet esprit, on peut concevoir relativement aisément, et pour des délits, peu de crimes en réalité, dont on estime qu'ils ne doivent pas être sanctionnés de prison par des peines qu'on appelle alternatives à la prison. Si vous pensez que cette peine alternative est suffisamment bien conçue pour garantir une meilleure réinsertion de la personne qui l'a commis ce délit que la prison elle-même, pourquoi ne pas y avoir recours? Je crois que c'est beaucoup plus sage. Alors il se trouve que depuis en effet 40 ans à peu près, on a beaucoup développé les peines alternatives à la prison. Il y en a une qui est bien connue, c'est ce qu'on appelle le travail d'intérêt général. Et c'est précisément fait, par exemple, pour quelqu'un qui a commis un grave accident de la route et qui, au lieu d'être envoyé en prison où il y a peu de chances, à dire vrai, qu'il apprenne à mieux conduire par la force des choses, puisqu'il ne peut pas conduire en prison, eh bien, on va l'envoyer dans un hôpital où soigner les blessés de la route, où il verra un peu les conséquences de son geste. Bon. Bien, je crois que ça, c'est beaucoup plus pédagogique. Je ne dis pas du tout que ça va mieux réussir que la prison, mais j'aurais quand même tendance à le croire. On va mieux responsabiliser la personne sur la gravité de son acte en le confrontant à ses victimes. Bon. Il y a aussi toute une branche, précisément quand je dis confrontation aux victimes, toute une branche de la justice qu'on appelle, suivant les termes employés, quelquefois justice alternative, qui consiste précisément pour des très petits délits, des vols simples par exemple,
par exemple, vous volez je ne sais quoi, un sandwich sur la table, pardon de parler un peu de façon caricaturale, mais sur la table de quelqu'un qui était attablé au restaurant. Bon, on vous met devant votre victime et on vous contraint de vous expliquer avec lui. Et vous allez lui expliquer pourquoi vous lui avez volé son bien. C'est pas un sandwich, naturellement, mais ça peut être, je sais pas moi, un bien de valeur plus substantielle. Et donc, vous allez confronter la victime et son bourreau d'une certaine manière, enfin celui qui lui a fait du mal. Bon, moi, vous savez, pardon de cette anecdote personnelle, j'avais une fille qui, lorsqu'elle était toute petite, elle avait 8 ans, je crois, à l'époque, s'est fait renverser très violemment sur un trottoir pour qu'on lui vole son vélo. Bon, moi, j'aurais bien voulu m'expliquer un jour avec cette personne un jour, pour lui dire le mal qu'il avait fait à ma fille. Bon, très bien. Donc, je crois que cette justice réparatrice ou restauratrice, ou alternative, comme on voudra l'appeler, peut avoir aussi sa vertu. Puis il y a d'autres formes aussi d'alternatives à l'incarcération. Il y en a une qu'on développe beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le placement sous surveillance électronique, c'est-à-dire le bracelet électronique. Je ne crois pas trop à cela parce que il s'écoule en réalité peu de mois avant que le bracelet devienne insupportable à la personne qui en est l'objet, parce que le bracelet est une intrusion dans la vie familiale. Vous savez, on a toujours le bracelet sur soi. Et comme me disait aussi quelqu'un qui était la femme d'un condamné à cette peine-là, elle disait quand on se couchait tous les deux, j'avais l'impression qu'on se couchait à 3 dans notre lit conjugal. Bon. Donc on ne supporte pas très longtemps le bracelet. Mais le bracelet électronique, pour employer ces termes un peu familiers, peut valoir en effet alternative à l'incarcération pendant quelque temps. Et ainsi de suite. Donc on a développé un certain nombre de possibilités. Alors ce qu'il faut, c'est donner à ces possibilités leur plein épanouissement dès lors que, d'une part, on crée suffisamment de postes de travail d'intérêt général, par exemple. Il revient aux mairies, aux associations, peut-être même à certaines personnes morales de droit privé d'en créer. Suffisamment de justice restauratrice ou réparatrice pour qu'on puisse faire se rencontrer les victimes et les délinquants, etc., etc. Tout ça est affaire de moyens. Nous sommes dans un État qui aujourd'hui n'a pas beaucoup de moyens et donc il est clair que la tentation, c'est de recourir à la prison parce que la prison, c'est moins cher que beaucoup d'autres formules. Mais il faut par conséquent savoir que derrière nos principes de politique pénale, il y a des commodités budgétaires, si je puis dire, qui sont là. Et c'est évidemment à cette aune-là qu'il faudra juger les efforts du gouvernement actuel. Et enfin, bon, je sors un peu de la prison, mais comment faire pour justement en construire moins ou trouver moins de moyens alternatifs à la prison? Autrement dit, est-ce qu'on peut tendre à éradiquer le crime et la délinquance? Moi, je ne crois pas. Je ne connais guère de société où il n'y ait aucun crime, aucun délit. Par conséquent, j'imagine mal une société sans justice pénale. Et la prison est aujourd'hui un des instruments les plus commodes de la justice pénale, non pas en France, non pas dans les pays d'Europe occidentale, non pas dans nos sociétés de l'Ouest, comme on disait naguère, mais dans le monde entier. Il y a des sociétés qui, il est vrai, il y a quelques siècles de cela, ne connaissaient pas ou très peu la prison. La société française d'Ancien Régime ne connaissait pas la prison, elle connaissait les galères, elle connaissait quelques embryons de bagne, mais la prison, c'était pour les pauvres, c'était pas pour les criminels ou les délinquants, sauf ce qu'on appelait les lettres de cachet, mais qui étaient des décisions proprement politiques. L'Afrique, il y a 200 ans, avant la colonisation, ne connaissait pas la prison. On y pratiquait le bannissement, par exemple. On éloignait de la tribu, mais de la société, je crois que c'est mieux de dire les choses comme cela, de la personne qui avait fauté. C'était un peu la même chose chez les anciens Grecs, par exemple. Bon. Donc la prison n'est pas de tous les âges. Mais elle est aujourd'hui, c'est un fait, de tous les espaces de notre monde civilisé. Et par conséquent, je ne crois pas à la possibilité à court terme de supprimer d'un trait de plume comme ça la prison. Et je ne suis pas du tout en la matière de ceux qui sont résolument partisans de la suppression de la prison. Je ne pense pas, en d'autres termes, qu'on puisse trouver des peines alternatives à la prison pour toutes les fautes. En revanche, ce que je crois, c'est que d'une part, on peut diminuer sensiblement le taux de délinquance aujourd'hui dans ce pays. C'est-à-dire que je crois qu'un certain nombre de personnes pensent qu'il est plus économique, au sens où rationnellement économique, de recourir à la violence pour s'enrichir que de recourir à un travail normal.
je pense qu'un tel calcul doit pouvoir être démenti dans un certain nombre de cas. Je crois qu'il y a un certain nombre de gens qu'on doit pouvoir convaincre de dispenser de recourir à la délinquance et à la violence. Il y a, je crois aussi, dans nos sociétés, des lacunes pour organiser les dialogues à l'occasion des conflits, des litiges qui peuvent survenir entre les personnes, des conflits de voisinage, des conflits au sein des familles, etc. Bref, toute une série de conciliations, de médiations qui n'existent plus, qui ont existé peut-être dans d'autres temps, qui n'existent plus aujourd'hui, et qu'il faudrait reconstituer pour diminuer la tentation du recours à l'arme, à la violence, etc. Regardez comment fonctionne du point de vue du recours à l'arme les États-Unis. C'est très frappant à cet égard. Et je crois qu'il faut éviter à notre société de suivre évidemment une évolution de cette nature qui n'est nullement inscrite en soi. C'est nullement inéluctable, je reviens sur ce qualificatif. Donc ça, c'est un premier pan d'une action à réfléchir, c'est comment diminuer de façon très consciente et réfléchie la violence. Il va de soi que la pauvreté, le chômage aujourd'hui, le sous-emploi sont des réalités qui conduisent aussi évidemment un certain nombre de gens à la délinquance. Donc il ne faut pas minorer ces facteurs. Je crois d'autre part qu'on peut diminuer aussi le nombre d'entrées actuelles en prison assez substantiellement en évitant que à la fois les prévenus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore condamnés et pour lesquels on a recours à la détention provisoire, soient emprisonnés. Je crois qu'il y a des détentions provisoires dont on pourrait se passer. Et puis je crois, comme je l'ai indiqué il y a un instant, qu'en termes d'alternatives à l'incarcération, il y a des possibilités de développer davantage les choses qu'aujourd'hui. Donc je ne suis pas utopiste en disant que demain, il peut y avoir rationnellement moins de délinquance que dans ce pays. Je ne dis pas peut-être moins de grands crimes, parce que là, il y a des faits individuels, je pense, qui l'emportent beaucoup plus que des considérations socio-politiques ou socio-économiques. En revanche, s'agissant de la délinquance, oui, on peut la reculer, je pense, substantiellement. Et s'agissant des sanctions pénales, oui, sans doute, on peut reculer le recours à l'incarcération plus qu'aujourd'hui. Merci Jean-Marie Delarue pour cette interview. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en conclusion ? Non, moi je crois que la prison doit rester non pas un objet de fantasme, non pas un objet de peur, de crainte, mais un objet d'investigation rationnelle. Compte tenu de la difficulté des gens qui y travaillent aujourd'hui, et qui pourtant nous représentent dans les prisons, compte tenu de la souffrance de ceux aussi qui y sont hébergés, je crois qu'il faut essayer de faire évoluer les choses en douceur, naturellement, dans le calme, dans la réforme, dans la réflexion, mais aussi résolument. Je crois qu'on ne peut pas se satisfaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je m'arrête là, en effet, de la situation actuelle. Merci à vous. Merci.